Je pense qu'il se passe quelque chose d'énorme aux États-Unis. Juste avant de poser ma question, je voudrais mentionner la dernière information. La chaîne 12 a rapporté, citant un responsable israélien, parce que, vous vous souvenez, j'avais dit qu'un nouveau cessez-le-feu arrivait, mais apparemment, il a déclaré qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu, pas de renouvellement du cessez-le-feu, et qu'ils attaquent. Les images qui arrivent montrent le sud du Liban. Nabatie et toutes les zones autour de cette ville ont été attaquées par les Israéliens. En ce moment même, il y a d'énormes bombardements à Jebel al-Rafia et dans la région de Tyr, dans le sud du Liban. Et le problème, Alastair, c'est qu'hier, J.D. Vance a dit pendant sa séance de questions avec la presse qu'en ce qui concerne la réaction israélienne à Mou, plus des 2 tiers de ce qu'Israël a utilisé pendant la guerre venaient des États-Unis. Plus des 2 tiers. C'est énorme, vraiment énorme pour Israël. Donc ils doivent se réveiller. Il a dit qu'ils devaient se réveiller et prendre conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ce sont des points importants. Voilà. Very, very key. I mean, this is what I said, that C'est vraiment, vraiment essentiel. Je veux dire, c'est ce que je disais. C'était déjà dans la presse israélienne, dans la presse hébraïque ce matin, enfin, écrit bien sûr la veille, mais on y disait en gros que les États-Unis pourraient commencer à nous sanctionner s'ils estiment qu'on poursuit cette guerre en retirant leur soutien. Quel soutien exactement? Personne ne le sait. Mais, encore une fois, le simple fait que Vance laisse entendre, enfin il l'a dit, que vous dépendez de nous, que les 2 tiers de tout viennent de nous, c'est une menace implicite en quelque sorte pour dire si vous ne coopérez pas. Ils veulent trouver une solution. Et ils croient, et Trump croit, il le dira, que c'est dans l'intérêt de la sécurité d'Israël. that this is in the security interests of Israel. And I think it is in the security interests. Et je pense que c'est aussi dans l'intérêt sécuritaire d'Israël, parce que, comme je viens de le dire, l'Iran fait partie de tout ça. Même les États du Golfe, tout était construit en quelque sorte autour de l'idée qu'ils servaient de rempart face à la menace iranienne. Tout ce récit s'effondre dès tout le discours des États du Golfe reposait sur 2 piliers. D'abord, le fait qu'ils étaient sous le parapluie sécuritaire des États-Unis, et ensuite qu'ils avaient un immense intérêt pour le monde de la technologie et pour l'investissement dans la région du Golfe. Tech world and investment in the Gulf states. And the third thing was that they were there to contain. Et la troisième chose, c'est qu'ils étaient là pour contenir et limiter la liberté de l'Iran. Donc, tout ça, forcément, ça pose une grande question. À quoi sert le Golfe maintenant? Comment va-t-il se réorienter vers l'avenir? Ils ont bien vu que leur parapluie sécuritaire n'existait pas vraiment et qu'il semble même être complètement retiré. Il me semble avoir vu, mais je peux me tromper, une déclaration disant que les États-Unis n'ont pas l'intention de reconstruire leur quartier général naval à Bahreïn, qu'ils vont s'en retirer. Symboliquement, c'est un signal énorme pour les États du Golfe, parce que c'était le pilier de la puissance navale et militaire américaine dans la région. Quand on regarde le calcul du côté de l'administration Trump, je pense qu'il y a 2 options. La première, c'est de rester dans ce combat contre l'Iran, ou peut-être de lancer une nouvelle guerre à cause du détroit d'Ormuz, à cause des conséquences qui ont été désastreuses pour Israël. Ça, c'est une possibilité. L'autre, ce serait de tout sacrifier pour les États-Unis. Vous savez, dans le cas du détroit d'Ormuz, on a vu comment la pression économique a fini par écraser des économies comme le Japon ou la Corée du Sud. Pendant la guerre, ils ont dû faire venir un système de défense aérienne depuis la Corée du Sud, parce que le système THAAD, 4 systèmes THAAD, avait été détruit pendant le conflit. En gros, ce que demande Israël, c'est de tout sacrifier.
Pas seulement l'économie mondiale, pas seulement celle des États-Unis, mais aussi tous ses alliés au Moyen-Orient, en dehors du Moyen-Orient, au Japon, en Corée du Sud, et même en Europe, je dirais. En clair, sacrifier tout le monde. Et en plus, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis, puis la présidentielle. Tout ça est trop lié. J.D. Vance, lui, ne semble pas vouloir tout sacrifier pour Israël. Et avec le temps, personne dans cette administration ne paraît prêt à le faire non plus. Ce qui me semble, c'est que la nouvelle approche du camp Trump, c'est de comparer d'une certaine manière ce qu'ils perdent et ce qu'ils gagnent dans cette guerre. Israelis generally Israël, les Israéliens en général, sont psychologiquement incapables d'assimiler ça. Ils n'y arrivent tout simplement pas. C'est une rupture totale avec le récit qu'ils se sont construits eux-mêmes, celui où ils gagnent, où ils sont supérieurs à beaucoup de non-juifs. Ils se voient comme plus intelligents, avec une armée très performante et une technologie très puissante. Et ils vont finir par se rendre compte qu'ils sont dans le déni. Et je pense que ce déni va durer. Ils n'en sortiront pas. Bien sûr, certaines personnes, comme je l'ai déjà dit, commencent à en sortir, mais je ne crois pas que ce sera le cas pour beaucoup d'entre eux. Ils vont simplement continuer, même si on leur posera la question « Comment allez-vous continuer sans les États-Unis » How are you going to keep going without the United States? No, you can't. And so what are you going to do? Non, vous ne pouvez pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Quelle va être votre nouvelle politique? Qu'est-ce que vous comptez faire? Et bien sûr, au bout du compte, je pense que vous savez, certains Israéliens, très peu, comprennent qu'en dernier recours, comment pourraient-ils sortir de cette impasse? Un jour, ils devront bien venir parler à l'Iran. Un haut responsable israélien me l'a dit il y a plus de 10 ans. Il m'a dit, écoutez, d'abord ce sera Israël qui le fera, ensuite l'Amérique, et en dernier, tout à la fin, les Européens comprendront qu'il faut bien qu'il y ait un dialogue, qu'il faut bien un accord. On en est encore à des années-lumière. Je ne suggère rien du tout, mais je dis simplement que si on regarde un peu vers l'avenir, quelle est l'alternative pour un pays comme Israël? L'alternative, c'est ce vers quoi Trump semble se diriger. Il peut encore changer d'avis, mais il s'oriente vers l'idée de traiter l'Iran d'abord comme un État normal, puis comme un interlocuteur avec qui on peut discuter de sécurité. Alors bien sûr, la question nucléaire sera extrêmement problématique si elle est abordée, mais peut-être qu'elle ne le sera pas pendant cette période. Peut-être que tout ça va simplement traîner, sans être vraiment traité. Parce qu'il a déjà dit, enfin, il a dit qu'après tout, d'autres pays ont aussi de l'enrichissement. Je veux dire, vous savez, d'autres pays ont aussi l'enrichissement. L'Arabie saoudite, par exemple. Enfin, l'enrichissement n'est pas confirmé. Ça ne devrait pas être une certitude absolue. Donc il semble qu'il se passe quelque chose d'assez profond dans l'esprit de Trump et aux États-Unis en général. Et qui sait, on pourrait voir Trump, très probablement, peut-être même en réaction à la pression qu'il subit, commencer à écarter certaines personnes de son équipe pour les remplacer par d'autres. Je n'en sais rien, je n'ai aucune information privilégiée, mais ça ne me surprendrait pas du tout qu'il se mette à se débarrasser de ceux qui s'opposent à lui. Il a déjà montré qu'il avait tendance à écarter ceux qui le critiquent ou qui vont à l'encontre de ses décisions. Il est assez vindicatif sur ce genre de choses. En fait, Israel Hayom a rapporté, il y a seulement 3 jours, que Donald Trump envisagerait, enfin, qu'il voudrait limoger le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ainsi que le directeur de la CIA, Ratcliffe. C'était mentionné dans les médias israéliens. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, mais apparemment, Rubio est aussi cité. Vous savez, tout ça,
c'est purement spéculatif. Je n'ai aucune information vraiment solide là-dessus. J'ai juste lancé cette idée comme une possibilité parmi d'autres sur la direction que les choses pourraient prendre ou pas. Mais je pense que c'est un sujet très important. Et il y a quelque chose que je voulais ajouter, parce que c'est souvent absent des discussions. Bien sûr, quand on parle des Houthis, on en parle surtout en termes de retrait de barils de pétrole du marché. Mais il y a un autre aspect. C'est aussi un outil très puissant pour s'éloigner du pétrodollar, pour passer à d'autres monnaies, à d'autres formes de paiement. Et selon la façon dont les choses évolueront, cette dynamique pourrait bien transformer la région. This is a dynamic which may change the region. I mean, you know, that we've already had... Je veux dire, vous savez, on a déjà vu les Émirats arabes unis demander à l'Amérique, enfin, certains ont dit, on a vraiment besoin de liquidités parce qu'il faut qu'on en achète un, souvenez-vous. Donc je pense qu'on va revoir toute cette architecture dont je parlais, celle qui s'est mise en place en 1973, après la première crise pétrolière et la flambée des prix. Et cette situation a donné à l'Amérique l'occasion d'encourager ces prix élevés, tout en insistant pour que l'argent soit recyclé dans le système bancaire à New York. L'idée, c'était de financer ce nouveau monde financiarisé qui s'ouvrait. Un monde où tout tournait autour du trading, de l'arbitrage, des mouvements entre les marchés, pas autour de la production ou d'une économie réelle, mais d'un commerce d'initiés. D'une économie fondée sur l'information privilégiée et les opérations internes. Un monde où quelqu'un peut devenir millionnaire en 2 minutes s'il obtient la bonne information.